Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo pour tout un tas de raisons personnelles et là j'ai décidé de prendre vraiment ce temps pour cette vidéo en particulier qui m'a demandé beaucoup de maturation avant de pouvoir vous le transmettre dans l'énergie dans laquelle je souhaitais le transmettre pour véritablement vous partager cette réalité qui s'est imposée à moi au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mes recherches. Et maintenant, j'en suis arrivée à ce constat, malheureusement. J'aimerais vous dire que vos enfants ne sont pas vos enfants. Alors, ce sera le titre de ma vidéo et je vais vous expliquer en quoi ce ne sont pas vos enfants. Et ce n'est pas destiné à être vos enfants, vous n'êtes que des gardiens ou on va dire des nourrices en attendant de soit vous les récupérer sous une forme ou sous une autre et ou alors vous les laissez si vous êtes si vous respectez conformément à tout ce qui est en vigueur et transmis par notre cher gouvernement. Alors on vous accordera de les garder parce que vous aurez été des bons petits moutons asservis et respectueux de tout ce qui aura été imposé par le système. Alors je prends la genèse de la conception d'un enfant. Alors vous tombez enceinte, mesdames, et lorsque vous tombez enceinte, il va y avoir un suivi. On va vous faire des analyses de sang. On va faire des échographies. Bien évidemment, c'est pour vérifier que le fœtus grandit bien. Alors oui, il y a une forme de vérité. Et il va y avoir un suivi, mais bizarrement, lorsque vous allez vous abstraire de ce suivi, on va commencer à vous dire que vous êtes irresponsable, que c'est dangereux, qu'il faut faire un suivi, que c'est important de pouvoir vraiment suivre l'évolution du fœtus. On va commencer à vous immiscer des peurs parce que évidemment le suivi est là uniquement pour générer et pour que vous commenciez à stresser. Donc déjà vous avez la vie d'un être qui grandit au sein de votre utérus et on va vous immiscer déjà petit à petit des peurs, du stress de par la venue d'un être. Donc juste je ne sais pas si vous pouvez imaginer déjà pour le fœtus le poids d'accord, de sa croissance au sein de votre corps. Déjà la pression qui se met en fait. Donc déjà maman, papa, ils sont tous en stress parce que il faut que je grandisse bien. Donc bon, il y a tout ce stress qui va commencer à être généré à l'intérieur de vous. Et puis les échographies. Alors là, on va vérifier, on va mesurer la nuque, on va regarder chaque organe, on va faire pour les personnes qui sont un petit peu trop âgées, c'est-à-dire après 35 ans, on va faire comment ça s'appelle ? Vous savez, où on ponctionne un petit peu de liquide amniotique, une amniosynthèse, je crois. Et on va vérifier que le fœtus n'est pas un handicap. Donc voilà, j'aimerais simplement déjà vous poser le contexte. Tout cet univers déjà de stress avant même que le bébé soit là. C'est juste génial en fait. Et donc du coup, pendant toute la grossesse, la mère, elle va
du coup, elle n'a pas le droit de manger certaines choses. Elle n'a pas le droit de faire certaines activités, parce que moi, on m'avait dit que même faire du vélo, c'était dangereux. Elle n'a pas le droit donc d'avoir des animaux, parce que toxoplasmose, ça risque pour le fœtus, etc. Donc en fait, la mère, quand elle est enceinte, là, elle a plus de vie en fait. Hein. On va lui interdire de faire tout un tas de choses de vivre certaines habitudes. Alors évidemment, bon, ça, l'alcool et la cigarette, bon, ça, je suis en phase avec ça. Même si finalement c'est quelque part une prise quand même de liberté, mais dans ce cas-là, bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tout ça pour vous poser le contexte. Ensuite, là, ça va être la préparation à l'accouchement. Alors ça, j'adore. J'adore parce que là, on commence à voir la véritable volonté derrière tout ça. Déjà, alors, puisque moi, j'ai souhaité accoucher à domicile, j'ai pu voir l'envers du décor. Déjà, pour mon premier, j'avais fait un accouchement en plateau technique, c'est-à-dire que vous allez quand même à l'hôpital, mais vous êtes dans une salle avec la sage-femme et votre compagnon et le père de l'enfant. Et néanmoins, il avait fallu que je fasse tout un dossier, que je rencontre l'anesthésiste, donc déjà en prévention, n'est-ce pas, d'une potentielle césarienne, alors que c'était ma bête noire. Il fallait surtout pas me parler de la césarienne, j'en avais peur, une peur bleue. Et donc du coup, toute cette préparation à l'accouchement, ah oui, j'ai pas parlé de la préparation à l'accouchement avec les sages-femmes, etc., où ils vous parlent de risques pendant tout le long de des séances, tous les faits évocateurs. Et en fait, on se rend compte que l'arrivée d'un enfant est générateur d'un stress immense en fait, et autour duquel il n'y a que de la peur. Donc, en fin de compte, on va arriver le jour de l'accouchement avec tout ça, juste pour prévenir. Et donc, du coup, il y a tout ce dossier médical à établir. On va rencontrer l'anesthésiste. Non, mais c'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il doit vous faire une césarienne en urgence. Donc déjà, voilà. Après, moi, j'avais fait part du fait que je ne souhaitais pas avoir de péridurale. Parce que, rappelez-moi, il me semble que pendant toute la grossesse, on vous interdit de prendre un quelconque médicament. Mais bizarrement, c'est pas gênant le jour de l'accouchement d'avoir un produit, alors je ne sais pas ce qu'il fait parce que j'en ai jamais eu, mais un produit qui anesthésie quasiment tout votre bassin. Mais ça va pas dans le sang du fœtus. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, il y a aucun souci. On vous matraque pendant 9 mois qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Alors, je suis complètement en phase avec ça. Hein. Mais dans ce cas-là, il faut être cohérent jusqu'au bout. Enfin, je veux dire. Hein. Donc là, on oublie bizarrement que là, il y a un fœtus dans le corps de la maman qui va se prendre en pleine tronche une dose d'anesthésiant. Mais apparemment, c'est pas un problème, c'est un problème pour personne. Et donc, lorsque j'ai dit ça, la sage-femme m'a gentiment regardée, de la maternité, m'a regardée en me disant « Mais ma chère madame, vous me supplierez pour avoir une péridurale ?» Et sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait dit ça. J'étais vraiment étonnée. Jusqu'au jour où j'ai lu un livre qui expliquait comment se passait un accouchement à l'hôpital classique. Alors pour toutes celles qui l'ont vécu, je ne vous apprendrai rien, mais il faut savoir quand même que, étant donné que déjà vous allez arriver à l'hôpital, alors oui, alors déjà, donc du coup pour que vous puissiez accoucher à la maison, à domicile, vous allez avoir tout un matraquage de la sage-femme
qui va vous dire que c'est dangereux, que vous ne pouvez pas, qu'elle ne pourra pas être là le jour J. Alors, il faut que vous trouviez une sage-femme qui aura payé une assurance qui est tellement excessive que vous en trouvez très rarement, qui accepte de venir chez vous pour vous soutenir dans votre accouchement et vous accompagner. Et donc, en fait, la plupart des parents abandonnent ce projet qui, au demeurant, est un acte complètement, je le rappelle, naturel. Hein, je veux dire, 3/4 des femmes sur la planète Terre accouchent chez elles, à domicile, dans la nature. Il n'y a que en Occident, en fait, hein, où c'est hyper médicalisé, où il faut un médecin, une sage-femme, un gynécologue, et on vous fait accoucher, alors bien évidemment allongé, hein, bien sûr, parce qu'on sait que pour aller à la selle ou pour accoucher, enfin, c'est simplement le principe de gravité, n'est-ce pas, qu'évidemment, quand vous êtes allongé, c'est beaucoup plus facile d'accoucher. Bon, écoutez, moi, mes 2 accouchements, en tout cas, je les ai faits en mode vache à 4 pattes, hein. Et donc du coup c'était beaucoup plus pratique qu'allongé, enfin j'imagine, hein, j'ai jamais accouché allongé, mais en tout cas par contre j'ai essayé quand j'étais hospitalisée d'aller à la selle allongée, c'est extrêmement difficile. Mais par contre c'est plus pratique pour eux, vous comprenez, vous êtes allongé, vous écartez les pattes et puis c'est beaucoup plus simple pour eux parce que c'est à hauteur, hein, et puis c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, quand j'avais demandé à pouvoir avoir une posture physiologique, donc c'est-à-dire de respecter ce que j'allais vivre sur le moment, on m'avait dit oui, on essaiera. Voilà. Donc je reviens au jour où vous arrivez à la maternité. En fait, il suffit que vous qu'il y ait en même temps que vous 3 ou 4 ou 5 accouchements. Qu'est-ce qui se passe? Ils vous mettent ce qu'on appelle une hormone de synthèse qui va, en fonction des autres mamans et en fonction de l'avancement de leur accouchement, soit réduire vos contractions s'ils sont pas opérationnels pour vous aider, soit les accélérer. Vous savez, cette hormone de l'amour, l'ocytocine, que nous produisions naturellement lorsque nous sommes en phase d'accoucher, quand notre corps il se prépare à accoucher, on produit de l'ocytocine qui va créer des contractions, qui va permettre l'expulsion du bébé. Eh bien, il vous injecte cette ocytocine de synthèse. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire des contractions qui ne sont pas naturelles par rapport à votre rythme. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer tellement de douleur qu'évidemment, à ce moment-là, vous allez supplier les médecins d'avoir une péridurale parce que les contractions n'étant pas naturelles, elles vous font tellement mal que vous allez inéluctablement demander une péridurale. Donc, j'ai mieux compris ce que me disait cette sage-femme lorsque j'ai déposé mon dossier à la maternité. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc, en fait, vous vous rendez compte déjà que pendant tout le suivi de votre grossesse, du coup, vous êtes suivi. Mais quel est leur intérêt, en fait? Quel est l'intérêt que vous soyez absolument en bonne santé, que votre enfant soit absolument vivant, que vous soyez vivant aussi. Enfin bon, ça les intéresse un petit peu moins, hein. C'est surtout l'enfant. Et en fait, on se rend compte, et moi je m'en suis rendu compte, puisque étant donné que j'ai accouché par 2 reprises et une fois à domicile complètement, eh bien on se rend compte à quel point ils essaient de dissuader les couples, et surtout les mamans, d'accoucher chez elles à la maison. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler,
parce que il y a des naissances qui ne seront pas vues, qui ne seront pas maîtrisées, et il faut que ce soit sous leur contrôle et que vous pensiez que leur action et que leur intervention est absolument nécessaire pour que vous accouchiez. Mais je vous rappelle, mesdames, que c'est un acte naturel, comme d'aller à la selle en fait. Vous êtes faites pour accoucher. Et quand une fois sur, je ne sais pas combien d'accouchements, il s'avère que ça se passe mal, et ben ma foi, c'est comme ça. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais en même temps, pour peut-être un cas sur, je sais pas, un cas sur 1 million qui pourrait mal se passer, on a hyper médicalisé tout ça. Ils sont devenus hyper intrusifs et hyper interventionnistes pour des rares cas où il arrivait que la mère et l'enfant décédaient au moment de l'accouchement, des suites de l'accouchement. Mais ok, ça devrait rester une urgence, mais pas un prérequis pour. Et après, qu'est-ce qui se passe au moment... Alors, je ne sais pas ce qui se passe au moment où vous êtes à la maternité, mais j'imagine qu'il y a... du coup, ils vous imposent le fait de déclarer l'enfant. Ils lui font certainement des tests, des analyses de sang, des analyses de tout un tas de choses, hein, pour répertorier et surtout collecter des informations qui seront cruciales et hyper importantes. Et vous savez où va votre placenta ? Où va le cordon ombilical? Où vont toutes ces parties-là? Quid? Personne s'en préoccupe. Il y a des informations essentielles dans le cordon ombilical. Et pareil, la manière dont est coupé le cordon ombilical, c'est une... Vous imaginez que pendant 9 mois, en fait, votre enfant, il a été relié à vous par ce cordon ombilical, et en l'espace d'une fraction de seconde, il est coupé, et c'est comme si la séparation se faisait de manière, mais tellement abrupte, que, en fin de compte, c'est un choc, en fait, pour l'enfant. Alors que, déjà, d'une part, pour pouvoir respecter ça, il faudrait au moins attendre que le cordon ombilical ne batte plus, parce qu'on sent le pouls, d'accord, et que finalement, il se détache par lui-même. Parce que oui, il finit par se détacher. Alors moi, j'ai attendu 3-4 jours. Au bout de 3-4 jours, c'était toujours pas... le cordon ombilical était toujours pas coupé, enfin, il ne s'était toujours pas détaché. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas allée jusqu'au bout du processus. J'ai dû finalement le couper. Bon, ça ressemblait à du saucisson sec, mais j'ai dû finalement le couper parce que j'ai dû emmener du coup ma fille chez la pédiatre. Et là, on y arrive. Donc, du coup, une fois que vous avez vécu votre traumatisme d'accouchement, parce que j'ai rarement entendu un témoignage d'une femme ayant vécu un accouchement à l'hôpital qui se soit bien passé, je ne crois pas l'avoir entendu. Or, mes 2 accouchements ont été des rêves absolus et je souhaite à toute femme de pouvoir le vivre. Mon premier accouchement, je crois que j'ai eu mes premières contractions 3 heures avant la naissance, et puis mon premier est venu, oui, au bout de 3 heures de soi-disant travail. J'ai eu 2 ou 3 contractions très très intenses, voilà, et la deuxième est venue en 1h30, voilà. Donc ça c'est fait et ça c'est dit. Mais pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas accepté de me soumettre à la peur autour de la grossesse de mes enfants et surtout de ma deuxième. Je n'ai pas accepté de suivi de grossesse, je n'ai pas accepté
le diktat des médecins, etc. Les seules choses que j'ai faites, c'est les 3 échographies. Voilà. Mais c'était uniquement parce que moi, j'avais envie de la voir. C'est tout. Et voilà, c'était juste pour la rencontrer, en fait. Parce que je la rencontrais déjà à l'intérieur de moi. Mais j'avais envie de la rencontrer aussi à l'extérieur. Et voilà, donc je me suis offert ça. En pleine période de crise sanitaire où tout le monde était en cage d'ailleurs. Ça a été très difficile de pouvoir trouver une sage-femme qui puisse entendre mes motivations et mes aspirations surtout. Donc là, déjà, autour de la grossesse, puis autour de l'accouchement, vous voyez cette prise, ce contrôle qui est sur la femme et sur les familles. L'enfant est suivi à partir de la grossesse, il vient au monde d'une manière hyper contrôlée, de la manière dont eux ont choisi que ça devait se passer. Et qu'est-ce qui se passe après? Ah, la vaccination. Alors, je rappelle que depuis 2018, ce n'est plus 3 vaccins, mais 11 vaccins qui doivent être inoculés dans le corps d'un bébé de 2 mois, lui inoculer des vaccins pour lesquels, d'une part, son corps n'est absolument pas prêt à recevoir une vague de virus, de tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Je ne viendrai même pas aborder le sujet de ce qu'il y a dans cette vaccination, dans ces vaccins, qui n'en sont pas au demeurant, mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai. Et vous avez un contrôle des rendez-vous médicaux obligatoires, 14 rendez-vous obligatoires de 0 à 3 ans. Donc déjà, la plupart de ces rendez-vous sont pour injecter vos enfants. Et est-ce que lorsque vous demandez à vos médecins, déjà, pourquoi est-ce qu'on vaccine si tôt? Ça devrait interroger la plupart des gens. Je rappelle l'injection de la péridurale que déjà le bébé s'est pris juste avant de venir au monde. Et à même pas 2 mois, on va lui injecter les premiers vaccins. Et ça, il va en avoir 11. Donc du coup, je ne sais même pas combien de doses ça fait en tout. Jusqu'à ses 3 ans. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on vous dit que maintenant, oui, parce que c'est magnifique, parce que maintenant, en fait, tout ça pour entrer en collectivité ou chez une assistante maternelle. Donc, on accepte de garder votre enfant sous condition qu'il ait reçu ses injections obligatoires. En quoi le fait que mon enfant n'ait pas reçu ses vaccinations, ses injections, l'empêche d'être en collectivité? Parce que je le rappelle, les maladies pour lesquelles on est injecté sont là pour la plupart, elles n'existent plus déjà, ou alors elles se guérissent parfaitement avec des antibiotiques. D'accord? Donc, soi-disant, le fait de ne pas vacciner votre enfant et de le mettre en collectivité, ça porterait atteinte aux autres enfants. Mais les autres enfants, ils sont vaccinés. Donc, si les autres enfants sont vaccinés et que le vôtre ne le serait pas, en quoi c'est un problème? Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de couverture
maximale. Ça devrait interroger. Et pourquoi est-ce que si c'était pour le bien des enfants, pourquoi est-ce qu'ils devraient l'imposer? Ça voudrait dire que les parents sont suffisamment responsables pour savoir ce qui est juste et bon pour leurs enfants. Bah ça c'est à condition que vos enfants soient les vôtres. Mais vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants leur appartiennent. Ils en font ce que eux veulent. Et si vous ne les injectez pas comme eux l'ont décidé que vous le feriez, eh bien vous avez quoi? La menace qu'on vous retire vos enfants, parce que l'aide sociale à l'enfance pourra être saisie en cas de contrôle, soit de la crèche, soit de l'assistante maternelle qui pourra d'ailleurs voir son agrément suspendu, enfin en tout cas ça c'est la menace, pour obliger les parents à vacciner leurs enfants, parce que bah oui c'est sûr que vous prenez les parents sur la santé et sur leur porte-monnaie, parce qu'eux ils doivent retourner travailler et donc du coup ils doivent déposer leurs enfants dans une crèche, donc ça tombe bien parce que la crèche ce sont les pions de l'État qui sont au service dans les crèches, qui ont été formés par l'État. Et j'ai reçu et j'ai recueilli le témoignage d'une assistante maternelle qui venait juste d'avoir son agrément, donc on est en 2024. Qu'est-ce qui lui a été transmis? Qu'il ne fallait en aucun cas qu'elle porte des marques d'attention à l'enfant. Pas de bisous, pas de contact, de chaleur, qu'elle ne devait pas porter l'enfant pour le consoler. Et moi je lui ai dit, mais alors comment vous faites pour le changer? Alors elle a le droit de le prendre et de le poser, enfin je crois, et de le changer. Ça elle a le droit. Mais elle n'a pas le droit ni de le porter dans les bras pour lui donner le biberon ou pour le consoler, ni lui faire de bisous, ni même le porter juste parce que elle en aurait envie en fait. Vous vous rendez compte? Donc les assistantes maternelles, le personnel de crèche ont interdiction d'apporter de la sécurité affective à l'enfant. Or, de quoi a besoin un enfant pour se développer? De sécurité affective. Génial. Et comme ses parents ne peuvent pas rester à la maison parce qu'il faut gagner de l'argent pour payer quoi? Les impôts, les taxes foncières, la TVA, l'électricité, enfin bref, toutes ces charges, eh bien les parents étant contraints d'aller travailler, ils ne se posent même pas la question, ils ne s'autorisent pas à se poser la question de savoir si les injections qu'on inocule à leurs enfants est bon pour eux ou pas, parce qu'ils n'ont même pas cette autorisation de se poser cette question en fait. Ils sont tellement acculés par la dette de manière générale, cette peur du manque, cette peur de mourir, qu'ils ne s'autorisent même pas à remettre en question la grande religion de la vaccination en fait. Mais posez-vous la question de pourquoi tout a été créé comme ça en fait. Pourquoi on impose la vaccination pour rentrer à l'école, si ce n'est pour contraindre les parents à le faire. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette contrainte, les parents ils ne le feraient pas. Ben non, parce qu'ils ne sont pas aussi cons que ça en fait. Ils le font pourquoi? Parce que les médecins, tous les mois où ils vont aux rendez-vous médicaux, on leur dit qu'il faut le faire. Et au final, et après, ils se retrouvent qu'ils ne trouvent pas de nounou, ils ne trouvent pas de crèche, ils ne trouvent personne pour accueillir leur enfant en fait. Et si jamais vous ne le faites pas, il y a la menace d'être signalé à l'ASE, aide sociale à l'enfance. Et il y a quoi derrière? Il y a la menace qu'on vous retire votre enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'êtes pas un bon petit mouton, si vous n'acceptez pas
d'aller à l'hôpital, d'accoucher à l'hôpital et de subir tous les contrôles et de subir toutes les vaccinations comme l'État vous le demande, eh bien, c'est pas grave. Si vous ne le faites pas, on reprend ce qui nous appartient, c'est-à-dire vos enfants. Donc vos enfants ne sont pas vos enfants. Et regardez, poussez plus loin. Une fois qu'ils sont en âge d'aller à l'école, qu'est-ce qu'on leur inculque? Un programme scolaire décidé par qui? Le ministère de l'Éducation. Et c'est qui derrière? C'est le gouvernement. Et même dans les écoles privées ou les écoles hors contrat, qu'est-ce qui leur est imposé? Un socle commun de connaissances. Donc même ce qui est introduit dans l'esprit de votre enfant, dans le corps de votre enfant, vous n'avez aucun contrôle sur ce qui est transmis à votre enfant, puisque ce n'est pas votre propriété, c'est la propriété exclusive de l'État. Et si vous tentez de vous abstraire de ça, il n'y a pas de souci. On vous le retire parce que vous n'avez plus le droit, parce que vous êtes considéré comme un mauvais parent, irrespectable et irresponsable, irrespectueux, incivilisé, et surtout, vous ne leur permettez pas d'avoir cette chair à canon qui leur servira plus tard pour leur plan. Donc voilà, en fait, si vous pensiez que vos enfants sont vos enfants, oui, à condition que on vous donne l'illusion que ce sont vos enfants tant que vous acceptez toutes les règles et toutes les conditions. Mais surtout pas votre liberté et surtout pas la leur. Aujourd'hui, ils n'ont aucune liberté de penser par eux-mêmes, aucune liberté d'être ce qu'ils sont. Parce que dès qu'un enfant est en dehors du système, il est catalogué, il est retiré du système et puis il est traité comme un paria en fait. Et de même pour les parents. Regardez, pendant la crise sanitaire, tout vous a été révélé. Il fallait un pass pour pouvoir être libre. La liberté sous condition, c'est pas de la liberté, c'est de la liberté conditionnelle. Donc ça veut bien dire que vous êtes en prison. Et que tous vos faits et gestes, et que vos enfants, et que toutes vos propriétés, parce que vous pensez être propriétaire pareil d'un bien, mais qu'est-ce que vous faites tous les ans? Ah, vous payez une taxe foncière. C'est quoi? C'est une taxe qui revient à l'État, juste parce que vous êtes propriétaire d'un bien. Mais ça veut bien dire que vous êtes locataire. Ça veut bien dire que si vous devez leur payer quelque chose, ça veut bien dire que c'est eux les vrais propriétaires. Donc vous voyez, il n'y a aucun droit de propriété. Et vous verrez, quand ils décideront de reprendre toutes leurs propriétés, de reprendre tous leurs biens, tous les enfants, etc. Et dès qu'il y aura des parents qui ne seront pas en accord avec les pratiques du gouvernement et de l'État, eh bien, vous verrez ce qui se passera. Parce qu'on arrive dans une dictature, parce qu'on n'est plus dans un état de droit, enfin je ne suis même pas sûre qu'on ait déjà été. Si on a été dans l'illusion d'un état de droit pour que finalement les gens baissent leur garde, en fait. Et pour que vous pensiez que non, ça ne va pas jusque-là. Mais non, l'État, il est là pour notre bien, pour que nos enfants ils grandissent, pour que nos enfants ils soient libres, souverains, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je vous laisse me faire éventuellement vos propres retours, vos témoignages, j'en serais profondément ravie. Et de mon côté, en tout cas, les choses sont assez clairement établies pour moi. Il y a des choses que je vais mettre en place, que je ne révélerai pas pour le moment,
Si vous me suivez, vous aurez l'évolution de ce que je souhaite ensuite mettre en place pour pouvoir faire avancer tout ça et dénoncer ce droit de propriété sur nos enfants. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo et me faire part de vos ressentis et de ce sentiment profond en fait. Parce que si vous regardez, même vous en fait, vous leur appartenez. Même chacun de vous leur appartenez. Tant que vous adhérez à ce système, tant que vous payez une dette et que vous allez travailler pour payer des dettes, vous êtes enfermé, vous êtes enchaîné, et je suis enfermée et je suis enchaînée en fait. Et tant que tout le monde, tant qu'une part même infime de chacun adhérera à ça, on ne pourra rien faire. Il n'y a que le réveil de la totalité, ou en tout cas d'une grande majorité, qui pourra faire basculer. En attendant, je vous souhaite plein de courage et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À bientôt!